Bonjour, je m'appelle Geneviève Charbonneau, je suis psychiatre. Aujourd'hui, je vais essayer de vous résumer brièvement qu'est-ce que le trouble d'anxiété généralisée, puis quels sont en gros les principes de traitement cognitivo-comportemental du trouble d'anxiété généralisée qu'on appelle aussi le TAG. Si vous êtes intéressé à avoir plus de détails, je vous réfère au site internet tccmontréal.com. Vous allez pouvoir trouver sur ce site-là un protocole détaillé qui décrit vraiment les étapes du traitement cognitivo-comportemental du TAG. Donc, qu'est-ce que c'est le trouble d'anxiété généralisée? Les gens qui ont un trouble d'anxiété généralisée vont avoir des inquiétudes excessives. Donc, des inquiétudes qui sont présentes, je dirais, la majorité du temps, puis pendant une période de temps prolongée. Des inquiétudes qui sont difficiles à contrôler, puis qui vont aller toucher différents types de sujets ou de situations. Par exemple, ça peut être des inquiétudes par rapport à ses proches, par rapport à la santé, par rapport à l'argent. Ces inquiétudes-là, évidemment, vont générer de l'anxiété. Puis souvent, les personnes qui ont un trouble d'anxiété généralisée n'auront pas seulement des inquiétudes, mais ils vont avoir tendance à élaborer des scénarios catastrophiques. Par exemple, si mon conjoint arrive en retard du travail, bon, quelqu'un qui n'a pas d'anxiété généralisée peut s'inquiéter, se demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais par exemple, une personne qui a un trouble d'anxiété généralisée, par exemple, si son conjoint arrive en retard du travail, peut avoir tendance à s'imaginer tout de suite le pire scénario. Donc, par exemple, on peut s'imaginer que la personne a eu un accident, qu'elle a été hospitalisée, qu'elle va en décéder, puis que si la personne décède, par exemple, elle va se retrouver en dépression, perdre son emploi, n'aura plus de moyens financiers. Donc, des fois, les scénarios peuvent aller très loin comme ça. Souvent, à force de s'inquiéter au sujet de différentes choses, puis de façon très, très fréquente, mais souvent, les gens qui ont un TAG vont aussi développer d'autres types de symptômes. Donc, par exemple, des difficultés de sommeil, vont se sentir souvent très fatigués, peuvent avoir des difficultés à se concentrer, se sentir plus irritables, parfois aussi se sentir comme agité ou avoir des douleurs ou des tensions musculaires. Donc, si on regarde maintenant, en fait, le modèle cognitif comportemental du TAG, ou qu'est-ce qui fait que les gens développent l'anxiété généralisée, un des éléments à la base, en fait, c'est que les gens qui ont un TAG, souvent, ont une difficulté à tolérer l'incertitude. Bon, des fois, on va dire qu'ils sont allergiques à l'incertitude. Dans la vie en général, quand on se sent anxieux, souvent, les gens vont avoir tendance à essayer d'identifier c'est quoi la source de l'anxiété, puis d'essayer de voir comment je peux y faire face. C'est une réaction qui est normale quand elle est présente de façon modérée, mais dans le TAG, souvent, cette réaction-là va être excessive. Ce qui fait que les gens vont avoir beaucoup de difficultés à tolérer d'être dans des situations où est-ce qu'ils ne savent pas trop qu'est-ce qui va se passer. Un exemple de situation d'incertitude, par exemple, c'est je viens de faire un examen à l'école puis je suis en attente, par exemple, de mon résultat. Ou je veux aller passer un examen médical puis je ne sais pas est-ce que je vais avoir un diagnostic ou qu'est-ce qui va être la suite des choses. Donc, pour la majorité des gens, c'est normal d'avoir certaines inquiétudes dans une situation comme ça, mais généralement, les inquiétudes vont être transitoires puis vont finir par s'estomper. Dans le TAG, ces inquiétudes-là vont souvent prendre beaucoup de place, puis les gens peuvent avoir tendance à élaborer un scénario catastrophe, donc à être convaincus que suite au test médical, on va trouver une maladie grave puis qu'ils vont peut-être en décéder. Puis dans ce contexte-là, ils vont avoir tendance à rechercher de la rassurance de différentes façons, puis ça va générer beaucoup d'anxiété. Un autre élément à la base du modèle, en fait, probablement que si les gens qui ont un TAG s'inquiètent autant, c'est que pour eux, en fait, ils sont convaincus que c'est utile de s'inquiéter de cette façon-là. On va voir, en fait, que souvent, les gens qui ont un TAG vont avoir tendance à surévaluer l'utilité de s'inquiéter parce que oui, c'est utile de s'inquiéter jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, quand on s'inquiète trop, des fois, l'anxiété devient très intense puis ça peut devenir plutôt paralysant. Puis on va en reparler un petit peu tantôt, mais différentes raisons pour lesquelles les gens qui ont un TAG peuvent penser que ça peut être utile de s'inquiéter. Ça va être, par exemple, si je m'inquiète, ça va me permettre d'éviter de vivre des choses négatives. Ou si je m'inquiète, je vais peut-être pouvoir modifier les choses, puis il n'arrivera rien de grave. Des fois, les gens se disent, ben dans le fond, moi, je suis comme ça. Je m'inquiète tout le temps, puis ça ne peut pas changer. Un troisième élément, dans le fond, important dans le modèle, c'est que, en fait, les gens qui ont un TAG, souvent, peuvent avoir certaines difficultés au niveau de la capacité à résoudre des problèmes réels de la vie. Premièrement, souvent, ils vont avoir tendance à percevoir les problèmes comme étant des menaces plutôt que comme étant des défis. En fait, ils peuvent aussi avoir tendance à soit s'inquiéter tellement par rapport aux problèmes qu'ils vont finir par vouloir éviter d'y penser. Donc ça, c'est sûr que ça les amène pas à réfléchir aux problèmes puis à tenter de le régler. Ou des fois, le fait d'être trop anxieux, bien, ça peut nuire aussi à nos capacités de réflexion puis de résolution de problèmes. Finalement, en fait, il y a un dernier élément, en fait, qui fait partie du modèle, puis c'est l'évitement cognitif. Des fois, quand les inquiétudes ou l'anxiété créent trop de souffrance, la personne peut avoir tendance à utiliser des stratégies d'évitement cognitif pour essayer de soulager, du moins temporairement, ces émotions-là. Donc, par évitement cognitif, on parle, par exemple, essayer de ne pas penser à ce qui nous stresse, de chasser ses pensées. Ça peut être d'essayer de se distraire, par exemple, en parlant à quelqu'un ou en écoutant de la musique. Ça peut être d'essayer de se faire rassurer, par exemple, par d'autres personnes. Le problème avec les stratégies d'évitement, premièrement, c'est que ça a tendance à ne pas être efficace parce que plus on essaie de ne pas penser à quelque chose,
plus on y pense. Aussi, en fait, c'est que non seulement souvent c'est pas efficace, mais à long terme, ça finit par exacerber les inquiétudes, l'anxiété. Donc, ça contribue aussi au maintien là, du trouble d'anxiété généralisée. Si on évite de penser à nos inquiétudes, ben, ça fait en sorte aussi qu'on n'arrive pas à évaluer objectivement ces problèmes pour les régler, puis on n'arrive pas non plus à évaluer plus objectivement nos inquiétudes pour pouvoir, par exemple, les dramatiser. En fait, si on évite de penser à ce qui nous stresse, mais ça ne nous permet pas non plus de réaliser que cette anxiété-là qui est secondaire aux inquiétudes, même si elle est désagréable, elle n'est pas dangereuse, puis elle finit par s'estomper d'elle-même de toute façon. En fait, ces 4 éléments-là, donc l'intolérance à l'incertitude, la tendance à surévaluer l'importance de s'inquiéter, les difficultés de résolution de problèmes, puis l'évitement cognitif, en fait, ça va contribuer à empêcher l'individu d'utiliser des stratégies qui lui permettraient de diminuer ses inquiétudes. Ce que ça va faire, c'est une espèce de cercle vicieux où est-ce que ça va venir augmenter les inquiétudes puis augmenter l'anxiété. Puis, à la longue, en fait, d'être dans cet état-là constant d'inquiétude ou d'anxiété, bien, ça peut, dans certains cas, mener aussi à des états de découragement ou d'épuisement ou même de dépression. Donc, maintenant, si on regarde qu'est-ce qu'on peut faire ou c'est quoi les principes généraux de la thérapie cognitive comportementale du trouble d'anxiété généralisée. Donc, je pense qu'une des premières étapes qui est importante avec le patient, c'est de définir qu'est-ce que c'est une inquiétude. Un point important, c'est de savoir qu'une inquiétude, c'est différent de planifier. Dans le fond, quand on planifie quelque chose, bien, on tient compte des aspects positifs et négatifs de la situation. Dans l'inquiétude, on a tendance à fixer et à voir juste sur le négatif. Donc, c'est quelque chose de différent de la planification. En fait, pour ce qui est de l'utilité de s'inquiéter, je pense que c'est important d'expliquer aussi à la personne que, en fait, c'est un peu le principe de courbe en U, dans le sens que de ne pas s'inquiéter du tout, ça peut avoir des conséquences négatives. Puis, à l'extrême de trop s'inquiéter, ça crée une anxiété qui est très, très importante, puis ça peut paralyser et nuire. Donc, c'est bon de s'inquiéter, mais de façon modérée, je dirais. Puis, un autre point qui va être important pour les stratégies dont on va parler plus tard, c'est qu'on peut s'inquiéter par rapport à 2 types de problèmes. On va parler des problèmes actuels ou des problèmes réels. Ça, c'est par exemple, je viens de perdre mon emploi ou le toit de ma maison coule, puis là, j'ai de l'infiltration d'eau dans ma maison. Donc ça, c'est des problèmes réels qui sont arrivés. C'est aussi possible de s'inquiéter par rapport à des problèmes éventuels ou des problèmes hypothétique. Par exemple, je vais prendre l'avion et l'avion pourrait s'écraser. Donc ça, c'est pas un problème qui est arrivé, c'est un problème hypothétique. Donc on va voir que les stratégies vont être un petit peu différentes selon le type de problème par rapport auquel on s'inquiète. Donc, le premier exercice qu'on peut demander à la personne d'effectuer, en fait, juste un petit exercice qui vise à prendre conscience de ses inquiétudes. Donc, ce qu'on va demander à la personne, c'est à des moments prédéterminés, à des heures prédéterminées, 3 fois par jour, on va lui demander de noter quelle est l'inquiétude qu'elle a eue à ce moment-là, puis ensuite de noter le niveau d'anxiété associé, puis est-ce qu'il y avait d'autres émotions associées à ces inquiétudes-là. Puis, suite à ça, en fait, il y a un retour qui peut être fait là-dessus en thérapie. Puis, ça permet, en fait, de prendre conscience, justement, des inquiétudes qu'on a dans notre quotidien parce que des fois, on s'y arrête pas. Puis, ça permet aussi d'apprendre à distinguer, en fait, qu'est-ce qui est une inquiétude, donc une inquiétude qui est vraiment une pensée versus l'anxiété versus, par exemple, d'autres émotions comme la tristesse ou la colère, par exemple. Donc, une fois que ça c'est fait, que la personne a pris conscience de ses inquiétudes puis qu'elle comprend bien ce que c'est, on peut travailler par exemple, sur l'intolérance à l'incertitude. Comment on peut faire ça? Malheureusement, en fait, l'incertitude, ça fait partie de la vie, donc c'est pas possible d'éliminer complètement l'incertitude. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est aider les gens à augmenter leur tolérance aux situations d'incertitude. Puis comment on va faire ça? C'est qu'on va encourager la personne à s'exposer à des situations incertaines. Par exemple, une personne qui évite d'aller chez le médecin parce qu'elle ne sait pas s'ils vont lui trouver un problème de santé ou une personne qui évite de faire des rencontres sociales parce qu'elle ne sait pas comment ça va se passer, on va l'encourager à mettre en pratique ces comportements-là ou ces activités-là. Puis, en fait, ça va permettre à la personne de réaliser, à force de répéter l'expérience, qu'elle est capable de gérer les imprévus dans les situations d'incertitude. Puis, ça va lui permettre de cette façon-là d'améliorer aussi sa confiance en elle. Dans le fond, le fait de mettre en pratique ces situations-là, ça va aussi permettre aux gens de réaliser que la majorité du temps, les scénarios catastrophiques qui étaient anticipés ne surviennent pas, puis les choses se passent généralement mieux que ce qu'ils avaient anticipé. Donc, à la longue, à force de s'exposer, ça va être de moins en moins stressant pour la personne de faire face à différentes situations d'incertitude. Un autre aspect de la thérapie, en fait, ça va viser à travailler sur, comme on parlait tantôt, la tendance à surévaluer l'importance de s'inquiéter. Donc, comment on va faire ça? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la personne de faire une liste de tous les avantages qu'elle voit à s'inquiéter. On lui demande d'écrire jusqu'à temps qu'elle ait épuisé toutes ses idées. Suite à ça, on peut même compléter avec différentes raisons de s'inquiéter qu'on retrouve dans la littérature, donc que les gens rapportent souvent. Une fois que c'est fait,
On va demander à la personne de se faire l'avocat du diable, puis pour chacun des avantages qu'elle a listés, on va lui demander d'essayer de voir, OK, quelles seraient les preuves que c'est utile, mais quelles seraient les preuves que ça l'est peut-être pas non plus? Puis finalement, en fait, on va demander à la personne de faire une liste, en fait, des inconvénients de s'inquiéter. Des exemples d'inconvénients, ça pourrait être, par exemple, ça prend tellement de mon temps que ça m'empêche de faire d'autres activités ou d'autres choses que j'aimerais faire. Ça pourrait être, je m'inquiète tellement longtemps d'avance avant un événement que ça vient gruger toute mon énergie. Je pense qu'on peut aider la personne à élaborer cette liste-là d'inquiétudes. Puis, tu sais, je pense qu'en bout de ligne, un des points qui est important de ressortir, en fait, c'est que même si ça peut être utile de s'inquiéter parfois, généralement, quand les inquiétudes sont excessives, les désavantages surpassent souvent les avantages, en fait. Donc, des fois, ça peut aider les gens à réaliser davantage pourquoi c'est important de travailler sur la diminution, la réduction des inquiétudes. La troisième stratégie dans le traitement du trouble d'anxiété généralisé, c'est de travailler sur le développement de meilleures habiletés de résolution de problèmes. Quand on parle de cette stratégie-là, de travailler sur la résolution de problèmes, ça, en fait, c'est pour travailler sur les problèmes actuels ou réels. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va présenter une méthode aux patients. C'est une méthode en 5 étapes. Donc, la première étape, ça va être d'identifier quelle est sa réaction face au problème, de définir c'est quoi le problème, puis de formuler des objectifs. Donc, par exemple, si je donne un exemple, supposons que le problème, c'est je viens de me faire congédier de mon emploi. Mon objectif pourrait être, par exemple, je veux me trouver un autre emploi dans tel domaine. D'ici, par exemple, je peux identifier en fait comment j'ai réagi à ce problème-là. Donc, sur le coup, je me suis sentie paniquée, j'ai figé, je ne savais pas quoi faire. Donc, ce qu'on va demander à la personne à ce moment-là, c'est de faire comme un remue-ménage. Donc, on va demander d'identifier au moins 10 stratégies ou solutions à son problème. Donc, on va lui demander de les écrire sans réfléchir. Donc, vraiment d'écrire tout ce qui lui vient en tête. Puis après ça, pour chacune de ces solutions-là, on va essayer de sous-peser les pour et les contre pour finalement en identifier une qui nous paraît la plus adéquate. Donc, après ça, on va demander à la personne de mettre cette solution-là en application puis d'évaluer le résultat. Donc, si ça fonctionne, tant mieux, mais souvent, la première solution n'est pas toujours la bonne. Donc, à ce moment-là, si ça ne fonctionne pas, bien, on va y aller avec la deuxième solution qui paraissait la meilleure. On va la mettre en application, on va évaluer le résultat, puis on va recommencer le processus. Ça fait partie, en fait, des stratégies là, pour aider les gens qui ont des difficultés de résolution de problèmes. Puis finalement, en fait, la dernière stratégie va viser à travailler plus sur l'évitement. En fait, on va pouvoir proposer aux gens qui ont un trouble d'anxiété généralisée, c'est de faire de l'exposition en imagination. Donc, cette stratégie-là, ça s'adresse plus aux problèmes hypothétiques. Donc, comme je disais tout à l'heure, par exemple, quand on dit un problème hypothétique, c'est un problème qui n'est pas survenu encore. Donc, par exemple, je prends l'avion puis j'ai peur que l'avion s'écrase. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la personne de choisir une inquiétude qui est centrale pour elle, qui est très présente. On va lui demander d'écrire le pire scénario catastrophe qu'elle peut imaginer en lien avec cette inquiétude-là, puis de l'écrire sans se censurer. Donc, vraiment, de l'écrire en détail sans essayer d'utiliser des stratégies pour diminuer son anxiété. C'est normal que ce soit quand même stressant de faire cet exercice-là. On va demander à la personne d'évaluer son niveau d'anxiété avant, puis après la rédaction du scénario. Puis, en fait, ce qu'on va demander à la personne par la suite, c'est à chaque jour à la maison de relire ou de réécrire ce même scénario-là. Puis, en fait, ce qui va se passer, puis c'est ce qu'on voit un peu sur le schéma ici, c'est que plus la personne va s'exposer à son scénario catastrophique, plus l'anxiété associée va diminuer. Puis en fait, on va lui demander de répéter l'exercice jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'anxiété associée à ce scénario-là. L'exposition aussi, ça va permettre aussi à la personne de réévaluer son scénario. Puis souvent, les gens vont réaliser, ben dans le fond, c'est pas si probable que ça, que ça se produise, ou si ça se produisait, ben je serais capable de gérer les conséquences. Puis en fait, une fois que c'est fait, une fois que la personne ne ressent plus d'anxiété en lien avec le scénario, ben on peut répéter avec une inquiétude différente ou un scénario différent. C'est ce qui conclut, en fait, un bref résumé là, des principes de traitement cognitivo-comportemental du trouble d'anxiété généralisée. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous référerai vers le site internet tccmontréal.com où il y a vraiment un guide de pratique très détaillé pour le trouble d'anxiété généralisée. Sur le site psychopap.com, vous pouvez aussi trouver une brochure explicative qui peut être remise aux professionnels ou aux patients. Donc, il existe certains livres d'autothérapie qui peuvent être intéressants pour les patients. Puis j'ai aussi mis ici certaines ressources qui peuvent être intéressantes pour les gens qui se reconnaissent dans ce diagnostic-là. Merci.